Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Claire Henrion et nous allons parler du mystère en quelque sorte des chemtrails. À tout de suite. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Claire Henrion, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, nous allons évoquer le problème des épandages chimiques aériens appelés chemtrails. Claire Henrion, vous êtes la fondatrice de l'association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique au sujet des chemtrails, épandages aériens, donc clandestins. Quand et comment avez-vous créé cette association? Alors, bravo pour avoir prononcé le nom de l'association, qui est assez long. C'est assez long, oui. Après, on reprend son souffle. En fait, Oui. voilà, tout l'objet de notre association est dans le titre. Association citoyenne pour le suivi, l'étude et la formation sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. Étant donné que les pouvoirs publics jusqu'à présent n'ont absolument assuré aucune réponse sensée à toutes les innombrables demandes d'explications qui ont été faites par d'innombrables particuliers depuis 2002, on prend les choses en main. On fait les observations, le suivi la recherche sur les brevets, le suivi de toutes les nouvelles informations à ce sujet et on s'efforce d'informer nos concitoyens, nos élus, etc. Alors l'association, on l'a créée en 2008. Moi je constate des épandages aériens depuis 2002. Depuis 2005, j'ai appelé à créer cette association et voilà, on a réussi à la créer en 2008. D'accord. Alors, depuis quand existent-ils ces épandages aériens appelés chemtrails? Depuis quand ils existent, Oui. ces épandages aériens? Alors, de manière généralisée, au-dessus de la France et de tous les pays de l'OTAN, en Europe, depuis 2002. Il y a eu des épandages localisés avant. En fait, la pratique des épandages aériens date de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'en est pratiqué par la Deuxième Guerre mondiale. Les premiers brevets d'épandage aérien et de modification du climat par ce moyen datent aussi des années 30. Et donc depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu à titre dans le cadre de guerre ou hors guerre déclaré des épandages à titre d'essai ou effectivement de guerre, comme ce fut le cas au Vietnam avec l'agent orange. Alors ça a entraîné en 76-77 l'adoption d'une convention internationale qui s'appelle ENMOD pour Environmental Modification. Et qui stipule que les actions de modification du climat et de l'environnement sont interdites dans le cas de guerre ou de conflit. Vous voyez, ça date de 1977, ça date donc pas d'hier. Ça, c'était faisant suite à l'horreur de l'agent orange au Vietnam. Mais l'ennui, c'est que cette même convention stipule dans l'article 3 que dans un cadre pacifique, on peut pratiquer des modifications de l'environnement. Ce qui a laissé la porte ouverte à tous les essais essentiellement militaires. Au départ, c'était un souci militaire. Et depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, effectivement, ça rentre dans le monde civil sous le nom de géo-ingénierie. Alors, ils épandent quoi exactement? Des produits chimiques, alors des particules métalliques, de l'aluminium, du barium, du strontium, divers polymères, bactéries, virus, on peut... Après, il y a tout un tas de produits, en fait, il y a de
plusieurs dizaines de programmes de chemtrail évidents, connus. Il y a des sociétés privées qui travaillent pour le compte de l'armée qui travaille pour elle-même, etc. Il y a de nombreux programmes avec différents composants. On commence à trouver un peu plus de détails ces temps-ci sur Internet, et nous-mêmes, bien sûr, on a fait faire des analyses. Ah oui, j'allais vous poser la question. On confronte aussi avec des analyses faites par d'autres, toujours des individuels ou des laboratoires indépendants. Et donc, effectivement, le barium, l'aluminium, on nous en crache dessus à longueur de journée. Ça se remarque dans les couleurs tout à fait anormales des nuages, d'ailleurs. Et puis après, je vous dis, tout un tas d'autres métaux lourds, entre guillemets. Ce qu'on appelle métaux lourds, c'est tout ce qui est plus lourd que l'hélium. Tous les métaux, et puis bactéries, etc. Ah, des bactéries? Quel genre de bactéries? Genre E. coli. Il y avait des articles. On est tombé récemment sur un article de l'INRA de 2008. Et puis il y avait aussi un article qui parlait de la même chose de la American Biological Association, qui datait de 1985, qui décrivent un certain nombre de bactéries qui permettent à la condensation dans les avions de se faire à des altitudes, à des températures bien supérieures à moins 40. Normalement, la condensation de ce qui ressort d'un avion, ça produit à moins 40. Il n'y a que son carburant. Mais si on ajoute certaines bactéries, enfin du moins c'est ce qui est décrit dans ces articles, on peut former des noyaux glaçogènes à une température comprise entre moins 5 et 0, ce qui peut se produire beaucoup plus bas que les 8000 mètres à peu près auxquels jusqu'à ce que ce phénomène apparaisse dans notre ciel, c'était l'altitude minimale pour qu'apparaisse la condensation dans le sillage d'un avion. Alors, il n'y a que les militaires qui sont chargés de répandre ces divers produits chimiques? Chargés, non, ils en chargent d'autres, ils font travailler aussi des sociétés civiles, comme par exemple, il était notoire que la société Evergreen aux États-Unis, bien sûr, travaillait en grande partie pour le compte de l'armée. C'est une société de géo-ingénierie auquel on peut faire appel en tant que particulier, ou bien sûr, il faut être un particulier qui a les moyens, quoi. Mais les gouvernements sont au courant? Comment ça se passe? Les gouvernements sont certainement le moins possible au courant, mais enfin, il a bien fallu accepter le survol de nos territoires par les avions de l'OTAN. Et donc, bien entendu, on n'a certainement pas eu le choix. Après, au niveau, des gouvernements, et dans tout ce domaine, moins il y a de personnes au courant, mieux c'est. Donc, il y a énormément de politiques qui tombent des nues, comme les autres citoyens, et il n'y en a forcément que quelques-uns qui sont au courant, et encore. Oui, pas de tout, ils font ce qu'on leur dit de faire. Oui, mais enfin, par exemple, je pense à Nicolas Sarkozy, je pense à François Hollande, des gens comme ça. Ils sont nécessairement au courant, forcément. Donc finalement, on laisse agir comme ça en toute impunité. C'est pour ça que ça continue. Comme c'est dit dans le film Why in the World Are We Spraying de Michael Murphy, pourquoi est-ce qu'ils répandent sur la planète? Eh bien, c'est parce qu'on les laisse faire. C'est parce que les gens pensent, soit le remarquent pas, soit pensent qu'ils y peuvent rien. Or, on est absolument tous concernés. Il n'y a pas un seul individu sur cette planète qui va tirer en réalité profit du fait de la transformer en chambre à gaz, ce qu'ils sont en train de nous faire, et de tout empoisonner, quoi. Donc personne n'aura vraiment de profit à tirer de ça. C'est notre vie à tous et l'avenir qui en dépend. Donc si on continue à se laisser mener par les plus dingues, c'est sûr que ça va aller mal en pis, mais cette poignée de dingues qui mènent le monde, ou d'inconscients, qui ont été formatés par des dingues qui sont déjà plus là. Alors l'armée, les présidents de la République successifs sont censés nous protéger. Et les Français... oui. Voilà. Ils font ce qu'ils... Que font-ils exactement? De toute façon, on nous dit rien.
Mais alors que font-ils? Est-ce que vous avez eu, vous, à l'association, des contacts avec les présidents successifs, à savoir Nicolas Sarkozy et François Hollande? Alors, on a envoyé à 2 reprises à Nicolas Sarkozy des signatures à notre pétition, qui circule toujours et dont on a prévu, mais qu'on n'a pas encore fait, un nouvel envoi à François Hollande, puisqu'elle continue à accumuler de nouvelles signatures. Donc il nous a répondu, on a eu un accusé de réception du chef de cabinet du président de la République, avec en nous disant allez demander donc à la DGAC, donc ce qu'on a fait, bien sûr, Direction Générale de l'Aviation Civile, qui bien sûr nous ont sorti le discours langue de bois. Il s'agit de la condensation des avions de ligne. Alors, il faut vraiment mettre les mains devant ses yeux pour pouvoir affirmer des choses pareilles, alors qu'à la simple observation, on peut constater tout de suite que beaucoup de ces avions qu'on voit circuler et faire de la condensation, entre guillemets, enfin oui, ces grosses traînées de condensation sont bien en dessous de l'altitude des avions civils. Il y a eu la dérégulation de la circulation aérienne à la fin des années 90. Ça aboutit au fait que les avions civils doivent impérativement voler au-dessus de 8000 mètres. Donc tout ce qui est en dessous de 8000 mètres, si c'est pas de l'aviation de tourisme, qui doit logiquement se cantonner en basse altitude, c'est des militaires. Bref, c'est très simple, si vous voyez la carlingue de l'avion à l'œil nu, c'est que cet avion n'est pas dans les couloirs civils, et il est en dessous. Si donc il n'est pas en train de monter ou de descendre, ou éventuellement de tourner autour d'un aéroport en attendant son tour pour atterrir, c'est donc qu'il s'agit d'un avion militaire. Oui. Vous pouvez le vérifier avec des jumelles ou un télescope. Alors vous verrez toutes sortes d'avions, il y en a des gris, kaki, blancs, complètement sans marque. En fait, tout ce qui vole est réquisitionné. Il y a des avions à hélice qui font des grosses traînées. Ils tournent comme ça en rond et ils font des quadrillages. Des quadrillages, des traits, oui, des fois des demi-tours, des fois des tours en rond. On voit des figures de toutes sortes. Alors on peut balancer comme ça n'importe quoi, n'importe quel produit pour rendre malade, qui peut rendre malade la population sans que justement cette population ne soit au courant. Exactement, c'est ça. À la base, ce sont des programmes d'extermination. Ce qu'il faut bien comprendre, parce que les gens tombent des nues peut-être, mais après la Deuxième Guerre mondiale, tous les beaux travaux des nazis ont été récupérés par les Américains, qui les ont fait fructifier dans leur laboratoire militaire, et on en a les fruits. Voilà, faut être un petit peu plus lucide qu'on a été jusqu'à présent. Et oui, c'est bien la guerre. Un jeune qui sortait d'une période d'engagement à l'armée en 2003, que je lui en ai parlé, il m'a dit oui, c'est la guerre non conventionnelle. En termes de ceux qui sont touchés directement par ça. Oui, mais enfin, là on arrive. Pas plus que le commun des. Oui. Là, on arrive dans la théorie du complot. Alors, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que quand même les responsables politiques, enfin tous ces gens-là ont des enfants, respirent justement ces produits chimiques. Donc, c'est là où je ne comprends pas. Oui, mais parce qu'ils en savent à peine plus que vous ou le commun des mortels, et puis que on les a bien briefés. Et alors, déjà, je pense qu'il y a une très faible proportion de la population dirigeante qui est dans le secret, et que chacun on a un minimum de secret, et puis qu'ensuite c'est la raison d'État, c'est la raison, alors c'est la carotte ou le bâton. Si tu dis quelque chose, tu disparais, et voilà, ça tient. Il n'y a pas besoin de beaucoup de menaces ni beaucoup de promesses. Les gens sont bien conditionnés pour servir la raison d'État, fût-elle totalement contraire à leur. Oui, mais si on mettait les citoyens au courant, si on les mettait au courant, les citoyens pourraient réagir, et là, les gouvernements auraient du poids. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. À force, nous, notre association, on est parti d'individus isolés partout sur le territoire français, complètement isolés dans leur milieu, qui disent mais vous avez vu ça, c'est pas normal. Regardez de plus près combien il en passe d'avions, et comme ils sont bas, et pourquoi ces traînées, ce ciel qui se voile, et cette lumière qui change, et ces nuages qui deviennent plus foncés, etc., et cette température bizarre.
Bon, enfin, bref, observez. Alors les autres ricanent, voilà, on a tous essuyé le ricanement de tous ceux qui disent non, c'est pas possible, tu délires, etc. Bon, ok, mais enfin, petit à petit, ça fait quand même de plus en plus de gens regardent un peu plus attentivement et constatent qu'il y a plein d'incohérences avec le discours officiel qui prétend que c'est la condensation des avions de ligne. Ça a changé du jour au lendemain. Ah oui, tout à fait. Alors ne serait-ce que le climat, nous on est dans le sud de la France et le climat a complètement changé depuis 3 ans, à savoir méconnaissable. Ah bah oui. Voilà, un climat méconnaissable. Les manipulations datent d'il y a bien plus longtemps. Ça suit aussi le régime naturel, mais ça perturbe le régime naturel. Ah oui. Je faisais déjà des recherches indépendantes sur astronomie et climat avant que tout cela ne commence. Voilà pourquoi aussi la thèse du CO2 cause du réchauffement climatique, c'est vraiment absolument le truc pour détourner l'attention, quoi. Parce que effectivement, les manipulations climatiques causent la fonte de la calotte polaire et tout un tas de phénomènes qu'on a pu apparenter jusqu'à présent au réchauffement climatique. C'est surtout la fonte de la calotte polaire. C'est après, maintenant, on parle surtout de dérèglement. Ouais. Mais on va voir le retour de bâton. D'ailleurs, ça a déjà bien commencé. Ça a déjà bien commencé. Enfin, selon mes recherches. Et je suis pas quand même la seule. En fait, tous ceux qui pensent un peu librement, qui étaient chercheurs indépendants, etc., ont été stigmatisés climato-sceptiques. On a mis Claude Allègre en tête parce qu'il est beaucoup trop caricatural et comme ça, ça a été carrément le muselage de la véritable recherche scientifique. Les climato-sceptiques sont des gens ridicules et risibles. Voilà comment on voit les choses en France. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, info, interview et détente. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de la clé du mystère, toujours en compagnie de Claire Henrion. Nous parlons des chemtrails. Claude Allègre, c'est mal expliqué parce que il y a un phénomène qui se passe. Maintenant, s'il dit que ça n'existe pas, faut qu'il donne d'autres explications et ces explications, on les a pas. Effectivement, ces climato-sceptiques, ils ont tout faux parce que ils disent non, il n'y a pas de réchauffement climatique. Ils constatent pas les effets concrets et ils cherchent pas. D'un point de vue naturel, on est dans une phase de refroidissement, mais quels sont donc ces facteurs qui font que ça suit pas la courbe naturelle? Il y a la calotte polaire un peu plus de fondre, etc. Quelles sont donc ces armes climatiques qui modifient le climat? Parce que voilà, faut se mettre à la page. Les armées, évidemment, essentiellement les armées américaines, russes et chinois, etc., eux aussi cherchent de ce côté. La guerre du climat, c'est pas d'hier, et les armes climatiques sont à l'ordre du jour depuis plusieurs décennies. On est en train de traduire un livre qui a été écrit en 1999 par Rosalie Bertel, qui était une personne importante. Elle a fait toute l'enquête pour l'ONU sur Bhopal, enfin elle a pris des positions courageuses, etc. Elle a dénoncé les vrais scandales. Et donc elle était elle-même au fait des armes climatiques et fait un livre qui s'appelle Planet Earth, The Latest Weapon of War, Planète Terre, la dernière arme de la guerre, donc où elle expose l'état de l'arsenal climatique en 1999. Donc nous on est en train de le traduire en français là, on espère pouvoir le faire sortir en français dans le courant de l'année. Est-ce que les pilotes d'avion savent ce qu'ils épandent dans l'atmosphère? C'est bien difficile à savoir, très peu. Quand on aborde ce sujet avec eux, on a des réactions quasiment hystériques. Ah bon? C'est ça le problème. C'est un refus total de communiquer ou un malaise
Ou alors c'est quand on a certaines personnes qui ont réussi à parler avec le pilote jour et près de l'avion, oui mais je peux rien vous dire, enfin voilà, c'est le maximum qu'on peut obtenir comme réponse. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où se font ces épandages? Inversement, est-ce qu'il y a des endroits qui échappent à ces fameux chemtrails? Mais j'aimerais bien trouver un endroit qui échappe. Je crois qu'au-dessus de l'Europe, on est tous aspergés. Certains coins plus que d'autres, mais après ça dérive sur tout le monde de toute façon. C'est vrai, une fois j'ai eu quelqu'un de Menton qui m'a dit que mais non, ça, on n'a pas ça chez nous. Mais bon, ailleurs sur la Côte d'Azur, il y en a plein, alors je sais pas si regardez bien. Remarquez, visiblement, il y a des endroits qui ont l'air plus touchés que d'autres, parce que bon, ici, nous, dans le sud de la France, enfin plus exactement en Provence, à certains endroits de la Provence, on en voit de temps en temps, mais très peu par rapport à ce que nous disent les Parisiens. Hein. Peut-être. Moi, je suis pas en Provence, alors j'ai pas. On n'a pas beaucoup de témoignages. Faut dire que dans les endroits proches des côtes, là où il y a beaucoup de vent, ça disparaît plus vite. Oui, sûrement. Si on n'est pas là à guetter les avions qui passent, on n'a pas tant l'occasion de s'en rendre compte. Ben moi, sachant qu'il existe ces chemtrails, quand je sors, je regarde, systématiquement. Ouais. Ah oui. Ouais, parce qu'il faut quand même faire attention. Mais bon, on a un petit réseau sentinelle, ce qui fait que on peut savoir quand il y a des épandages massifs. On a souvent c'est partout sur toute la France en même temps. On a des alertes des quatre coins du pays. Ouais. Après, c'est vrai que sur la Provence, c'est pas un des endroits d'où on recueille un maximum de témoignages d'épandage. Il y a des gens qui se plaignent de la maladie des morgellons. Oui, ça je suis au courant, oui. Est-ce que vous avez relevé des indices, justement, qui tendent à prouver que ces épandages sont vraiment nocifs pour la santé? Oui, il y a déjà les études du professeur Ilia-Sandra Perlingueri, qui est décédée, elle aussi, c'était une vieille dame, elle aussi, comme Rosalie Bertel, le 6 octobre dernier, et donc qui était médecin et qui a fait des études déjà sur les conséquences sur la santé des épandages aériens. Donc c'est un document qu'on a sur notre site. Après, en suivant un peu les courbes de la progression des maladies, c'est depuis un peu plus de 10 ans, on peut constater une augmentation vertigineuse de certains cancers, de la fibromyalgie, de cardiovasculaire, respiratoire. Oui, mais là, il peut y avoir quand même d'autres facteurs qui engendrent ces maladies, hein. Absolument. Le nucléaire, la malbouffe, enfin toutes ces choses-là réunies. Voilà, tout ça. Alors voilà, c'est sûr que quand on conjugue la malbouffe, les antibiotiques, les vaccins et les chemtrails et j'en passe, c'est sûr que là. L'alcool et la cigarette, tout. Enfin bon. Voilà. Et là on est mal barré, quoi. C'est cocktail explosif. Alors les gens, quand ils commencent à réaliser, ils crient, c'est l'horreur, c'est vrai, parce que ça retombe surtout, même sur les cultures biologiques. Donc le sol, le pH des sols change. Enfin, on s'en rend peut-être pas trop compte, nous, encore en France, mais enfin, aux États-Unis, ça a commencé de manière systématique en 2002, les épandages aériens. Aux États-Unis, au Canada, ça a commencé de manière systématique en 95. Et à l'heure actuelle, ils ont toute leur grande forêt primaire dans l'ouest des États-Unis qui crève sur pied. Parce que le pH des sols est devenu beaucoup plus acide. Il paraît en Corse aussi, il y a des problèmes avec le maquis, paraît-il. Avec le maquis corse. Il y a des problèmes actuellement avec le maquis corse. Paraît-il. Ce sont des Corses qui nous l'ont dit. Donc je sais pas, après c'est à vérifier. Par exemple, les médecins et le ministère de la Santé, ils disent quoi? Le ministère de la Santé, on lui a envoyé plusieurs courriers sans vraiment avoir eu de réponse. Les médecins, il y en a qui se mobilisent et qui signent notre pétition. Après, c'est toujours pareil, ça part toujours de la base. Donc, quand il va y avoir un nombre suffisant de gens à la base pour que le sujet soit pris en compte, c'est ensuite, ce sera un peu mieux relayé à des niveaux de responsabilité supérieurs. Le ministère, pour l'instant, on peut lui envoyer des dossiers. Il y a des scandales qui sont dénoncés, notamment comme l'histoire du Mediator, le scandale de l'amiante. Visiblement, aucun média ne parle de ces épandages. Très peu encore, mais enfin c'est en train de venir. Le magazine Nexus y a consacré
un bon dossier en janvier. Vous avez FR3 Alpes-Provence qui a fait un reportage sur les Morgellons, qui a aussi fait un reportage sur notre marche mondiale qu'on a faite le 25 janvier. Puisqu'il y a aussi dans cette région un député qui a posé une question à ce sujet au Parlement. Donc c'est en train de venir, c'est en train de monter quand même dans les médias. On a enregistré une émission pour Radio Courtoisie aussi l'autre jour. Enfin, de plus en plus de médias de toutes sortes et de tous bords s'intéressent au sujet, quoi. Oui, mais alors je pense surtout aux médias. Là, vous me parlez beaucoup de médias alternatifs, sauf France 3, évidemment. Mais je pense à TF1, France Télévisions, France 2. Ça viendra en dernier, hein. Je crois, oui. Faut pas rêver. Mais ça viendra Enfin, je le vois comme ça depuis le début. Là, on a affaire à quelque chose qui concerne absolument tout le monde. On est dans cette situation parce qu'on a accordé jusqu'à présent notre confiance à des organismes qui sont censés être là pour notre bien, mais en fait qui œuvrent pour notre mal. Ah oui, tout à fait, oui. Parce que, même si au départ c'était pour le bien, les petits défauts du départ ont pris de l'ampleur, les erreurs d'estimation ou de jugement, enfin les conceptions erronées ont pris de l'ampleur, et aujourd'hui on en mange les conséquences. Donc aujourd'hui on doit revenir à notre bon sens d'être vivant sur cette planète. En premier lieu agir pour la raison d'État, alors que la raison d'État on est devenu à exterminer tout ce qui vit sur la planète. C'est plus sage du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour se protéger de ces épandages, enfin tout au moins des effets nocifs? C'est une bonne question. Rester positif, se lancer dans le combat et rester positif, parce que comme ça avoir un esprit positif, ça assainit le corps. Évidemment, moi je dirais essayer d'entretenir sa santé en mangeant équilibré, le moins de trucs avec des produits chips, on a tout préparé et tout ça, c'est sûr que... Manger simplement, mais correctement, quoi, et sainement. Ouais, cultiver le vivant, manger des graines germées, se soigner à l'homéopathie, enfin il y a différentes thérapies justement qu'il faut découvrir ou redécouvrir ou approfondir pour pouvoir se maintenir en bonne santé. Est-ce qu'il y a des moyens pour se désintoxiquer justement de toutes ces choses qu'on absorbe comme ça sans s'en apercevoir? Oui, heureusement, nous aussi, nos organismes sont vivants et digèrent plus ou moins bien tous ces poisons et tous obligés d'assimiler. On s'adapte, il y a une limite, quoi. Et puis la nature aussi, elle s'adapte. Moi, j'observe comment elle s'adapte. Quand ça a commencé en 2002, mais je pensais que 10 ans plus tard, il y aurait plus rien, quoi. Et on est encore là, on a de la chance. Et la nature, elle est encore là, elle résiste, elle aussi fait de son mieux. Enfin bon, les abeilles disparaissent, il y a des forêts qui dégringolent d'un seul coup, qui meurent d'un seul coup, etc. Tout ça, c'est quand même drôlement inquiétant. Alors, que peut-on faire aujourd'hui pour vous aider dans vos combats, dans vos actions? Signer les pétitions. Alors donc on a une pétition nationale. Les pétitions sont accessibles par notre site Accepica, donc j'appelle ACCIPICA.fr. Accepica.fr, c'est Accepica, donc je rappelle, c'est l'acronyme pour Association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. Donc accepica.fr. Donc là on a 2 pétitions, la pétition nationale donc qui s'adresse à tous les citoyens et tous ses représentants et qu'on va envoyer sur papier au président de la République comme on l'a déjà fait sous Nicolas Sarkozy et en copie mail à tous les parlementaires, et une pétition au Parlement européen puisque nous avons tenu une conférence au Parlement européen, nous, avec le collectif Skywars, qui est le regroupement des associations ou des mouvements comme le nôtre en Europe. On a fondé un collectif qui s'appelle Skywars et on a tenu une conférence au Parlement européen en avril dernier et initié à cette occasion une pétition nominative. Enfin, quand je dis nominative, c'est-à-dire c'est un bulletin individuel sur lequel il faut inscrire son numéro de carte d'identité. Il faut être citoyen européen, donc c'est une façon d'agir directement
pour obtenir de faire une commission sur ce sujet au Parlement européen. Est-ce que vous avez des projets de conférences, d'informations ? Alors des projets de conférences dans l'immédiat, il n'y a rien de programmé, mais ça il faut suivre sur notre site. D'accord. Parce que dès qu'il se passe quelque chose quelque part, on le marque évidemment. Alors pour terminer, Claire Henrion, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion ? Oui, je dirais, pour beaucoup qui découvrent le problème, c'est un sacré coup derrière la nuque. On prend tous un coup de déprime et d'horreur. Pas possible quand on réalise ce qui se passe. C'est vrai. Et après, une fois qu'on a mis les pieds sur terre, parce que voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui, eh bien, on peut se réjouir parce que je pense qu'en fait, ce phénomène de traînée chimique, on a parlé que de ça justement, mais c'est bien aussi, parmi toutes les horreurs qui accablent la population depuis des décennies, mais des siècles et des millénaires, là on a affaire à quelque chose qui est visible par tous. Tout le monde peut voir ces traînées et faire le lien. Enfin se rendre compte que c'est pas normal. Je veux dire, parce que beaucoup l'occultent, ont refoulé cette sensation de c'est pas normal. Bien sûr. Donc c'est le fil sur lequel il faut tirer si on veut justement que tout ce vieux monde qui nous accable de nous faire nous trouer la planète pour faire du gaz de schiste, qui nous met du nucléaire partout, qui détruit, enfin cette logique de la destruction systématique pour le profit de quelques-uns, qui n'est même pas un profit, pour le profit d'une infime minorité, qui n'est même pas un véritable profit, puisque de toute façon au bout c'est la ruine de la planète. C'est terminé. Et que si on tire sur ce fil-là, tous les combats écologistes d'aujourd'hui vont trouver leur résolution. Ils vont être gagnants. Parce que c'est un message que j'adresserai particulièrement à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'écologie. C'est que faut tirer sur le bon fil pour défaire une pelote de nœuds. Et que si on veut vraiment que tous les mensonges et tous les abus de pouvoir cessent, eh bien, en tirant sur ce fil-là, on fait dégringoler tout le reste du mensonge. Il faut être dans l'action. Ah bah là il faut être dans l'action, parce que c'est la guerre, c'est une vraie guerre, ces avions qui nous passent au-dessus de la tête en lâchant leurs produits chimiques. C'est une guerre qui dit pas son nom, c'est la pire guerre en fait. Donc il y a petit feu, si on la laisse continuer, on va réussir à transformer la planète en chambre à gaz complète. Alors que si on réagit, on reprend notre avenir en main et les vieux fantes du passé, c'est fini. Maintenant on va arrêter d'être soumis à ces tyrannies, quoi. La situation est pas pire pour nous aujourd'hui qu'elle a pu être pour les générations précédentes, parce que chaque génération a eu ses horreurs et franchement, celles des générations précédentes ne sont pas enviables non plus. Mais là, nous, on a l'opportunité à notre époque justement de pouvoir renverser la vapeur, enfin. Parce que tous, on doit pouvoir s'indigner qu'on nous saigne nos ressources. Faut bien comprendre qu'on nous saigne. Qui c'est qui paye ? Il y en a qui croient que c'est Bill Gates. Bill Gates a mis un peu de sous dans la tirelire de la géo-ingénierie civile, mais c'est pas Bill Gates qui paye les étages qu'on a tous les jours sur nos têtes. C'est ce qui est ponctionné sur nos services publics, c'est ce qui est ponctionné par les taxes, de plus en plus lourdes, et il faut bien l'alimenter, ce budget, même si c'est vraiment pas cher d'épandre au-dessus de toute la planète, c'est sûr, parce que si c'était cher, on n'y arriverait plus, vu que c'est un moyen très très facile de créer un écran au rayonnement solaire. Enfin bon, après vous avez tous les arguments fallacieux de la géo-ingénierie, qui sont des faux arguments en plus. Merci Claire Henrion d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Vous revenez quand vous voulez. À bientôt, au revoir, merci beaucoup. Fréquence Évasion.